s'adresser directement à l'inconscient, mais en quelque sorte, si on a un peu de cette science infuse-là, on peut peut-être, au travers de la conscience, s'adresser directement à l'inconscient de l'analysant. En tous les cas, c'est ce que Lacan suppose quand il parle de mi-dire, hein, que ce n'est pas un dire assuré. Donc il y a une certaine prudence là-dedans, et forcément que l'inconscient est entaché de conscience, et que quand Freud va définir l'inconscient comme par exemple des pensées latentes en rêve, eh bien ces pensées latentes sont quand même des pensées aussi bien constituées, des pensées aussi bien constituées que celles de la conscience. Et quand je dis des pensées, j'ai toujours en tête la traduction des Gedanken de Frege, c'est-à-dire, pour moi, des pensées, ce sont des propositions. C'est comme ça que Lacan souligne ce que Freud indique, c'est que les formations de l'inconscient sont toujours redéterminables en termes propositionnels. C'est-à-dire que ce sont des phrases, disons, pour Freud. Donc, quand je parle de concept de templé en termes conceptuels, on peut dire que ce sont des propositions, peut-être plus grammaticales, auquel cas sous forme de phrases, et si on parle de phrases, on peut parler de littérature et à partir de là de poésie. Donc on trouve aussi notre content de recherche à admettre la poésie, et pas seulement la logique et la géométrie, la topologie dans la psychanalyse. Donc pourquoi pas un templé poétique. En gros, c'est la gageure du colloque de 2019, de dimension de la psychanalyse. Mais, puisque je suis dans les références, dans le même ordre d'idées pour le colloque de 2020 sur le chaos, sur les tourbillons, et les turbulences signifiantes, dans la psychanalyse, je pense que ce que Marc Saint-Paul nous a fait passer, alors je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais il s'agit plutôt des gens de sciences et séminaire, sur les nœuds dans le chaos. Et ça, c'était un des articles du numéro spécial, je ne me suis pas encore procuré, sur le chaos, qui date d'il y a 20 ans, pour la science. Et ça mérite ça aussi son intérêt. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément de travail derrière tout ça, que bien sûr ça met en jeu non seulement les mathématiques et la physique, mais aussi la biologie, et qu'au travers de ces questions, il y a moyen d'avancer dans un certain nombre de conflits théoriques autour de l'autisme, par exemple, quant à savoir comment l'organicité intervient par rapport au symbolique. Je continue sur l'aberrance. L'inconscient freudien, c'est à ce point que j'essaie de vous faire viser par approximation qu'il se situe, à ce point où, entre la cause et ce qu'elle affecte, il y a toujours la clocherie. Moi, la clocherie, il n'y a de cause que de ce qui cloche, ça dit bien ce que ça dit. Cette bande-là, qui se trouve être la bande dite de la réalité par Lacan dans le schéma R, parce que c'est aussi bien un schéma R, je ne vais pas tout répéter tout le temps. Cette bande se résume en ce point de la récursivité. Autrement dit, il n'y a d'inconscient que de ce qui cloche, c'est-à-dire de ce qui vacille, de ce qui oscille, du coup, de ce qui est aussi pulsation. Je dis vacillation parce que c'est un terme essentiel dont je vais parler au colloque Bataille-Lacan, début décembre, qui revient sous la plume de Bataille. Donc, quand Lacan en fait état, évidemment que c'est dans la langue. Est-ce qu'il reprend aussi quelque chose qui appartient à Bataille ou pas En tous les cas, bon, je ne vais pas défleurer ce que je vais dire. Et toute la question du sexe est bien présentée par Bataille aussi à partir de ces termes-là. Et ce schéma-là s'adapte tout à fait et aux théories de Bataille et à ses romans. En l'occurrence, je ne vais pas prendre le plus gros, je vais prendre Madame Edward.
aussi, si vous voulez le lire, reprend lui-même. Il y a un clin d'œil à propos de l'expérience intérieure à la fin de la question préliminaire. Et Dieu est une putain, c'est effectivement avancé. Mais, hein? Non, c'est ça, c'est évidemment le dernier tiers de l'ouvrage de Bataille qui est remarquable. Oui. C'est ce que tu viens de citer. Mais, non, mais donc la vacillation apparaît régulièrement. C'est un indice effectivement de cette structure, à mon avis. Mais le roman s'appelle aussi autrement, hein, c'est Divinus Deus. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu divin? Est-ce qu'il y a un Dieu de Dieu ou il n'y a pas Dieu de Dieu de Dieu? Ben après, je vais rentrer dans la blasphémie. Bon, je suis en train de vous faire le topo de décembre. Mais il faut voir ce qu'est l'euphémie et la blasphémie dans tout ça. Bon, ce que je veux dire, ce faisant, Lacan ne l'aborde pas comme ça, juste à ce moment-là, c'est que cette clocherie est un effet de nomination. C'est-à-dire que, donc, c'est un effet de nomination que de blasphémer. Dieu est une putain, ça reprécise les choses, aussi bien que de dire pas le sang bleu. Ça reprécise les choses, à mon avis, et aussi d'une manière spinoziste, hein, pour ceux qui se souviennent ce que j'avais raconté à propos de Spinoza, où la question de Dieu se présente sous la forme d'un silhouet, c'est-à-dire Dieu ou la nature, pour dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que cette distinction est une distinction qui ne tient pas, et qu'il y a un indiscernable entre Dieu et la nature. On est dans cet ordre d'idées. Et que Dieu est sûrement peut-être à trouver, pas forcément dans l'orgasme, mais c'est pas tellement loin aussi des mystiques, hein, mais d'un certain type de comportement. Je n'ai pas dit que Mme Eduarda ouvrait au mysticisme. Surtout quand on prend un taxi. Ça complique. Ça met du tir en jeu. On en parlera le moment venu. Donc, l'inconscient nous montre la béance par où la névrose se raccorde à un réel qui peut bien, lui, n'être pas déterminé. Je trouve ça important que Lacan le dise comme ça. Une fois de plus, je ne vérifie pas la stélo, donc c'est la transcription militaire. Que ce réel ne soit pas déterminé, ça veut dire qu'il ne sert pas d'étalon, ce n'est pas un préalable, on n'a pas à faire une ontologie. Je l'entends plus avant comme le fait qu'il est créé pour les besoins de la cause, précisément pour les besoins de soutenir par un effet de nomination qu'il désigne comme réel, ce qu'il en est de cette organisation de la clocherie, c'est-à-dire de la sphéricité, de telle façon à ce que un réel s'en produise et soit entièrement construit en termes prédicatifs à partir de la récursivité de la signifiance. Toujours en termes de nomination. Donc il faudra pouvoir parler de ça. J'ai un programme défini d'avance. Il sera question la troisième semaine d'avril à Marseille, à partir d'Étourdi, à partir de Dieu et dire, etc. La béance dont Lacan parle, c'est la texture, c'est l'ensemble du... Quand Lacan en parle, je ne sais pas s'il a ce genre d'idée en tête. Non, Lui, il parle d'un trou. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Cette béance est texturée. Et dans tous les sens. Pas seulement parce que c'est du tissu, mais aussi parce que c'est un texte. Et qu'à partir de la récursivité signifiante, on est en train d'organiser un discours au sens de Lacan et un discours plus explicite en termes de texte. Madame Eduarda, c'est un texte. Et donc ça définit, pas seulement en pointant une vacillation du narrateur dans l'affaire, mais c'est répété plusieurs fois, hein, même de nombreuses fois, mais aussi parce que cette vacillation nous donne déjà
un embryon conceptuel de topologie de la béance. Et qu'il faut penser la béance, le vide, la coupure, bon, je ne différencie pas tel quel, la refente, le clivage, la division, en termes d'organisation. Topologique en particulier, conceptuelle, donc structurale, que j'appelle templé. Le templé, c'est l'organisation du vide. C'est tout ce qu'on a dit à propos de la physique quantique et autres. C'est pour dire qu'on n'est pas en train de parler simplement d'un truc ésotérique qui échappe, c'est du vide, on ne voit rien, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est parce que c'est du vide qu'on peut d'ores et déjà savoir de quoi il s'agit. Et ce que je commençais à faire, et je me suis arrêté en chemin, c'était de redéfinir effectivement les éléments du poinçon chez Lacan, à partir du carré, des discours carré modal édipien, en termes de non-rapport, passer du vide à la faille et au manque, et de revenir par les bords vers le littoral et la coupure. Autrement dit, ce que ça détermine, donc pour en rappeler les termes, on passe du vide, c'est plutôt mon terme là, quand on parle de trou, mais après c'est ambigu le trou. Et puis comme il parle aussi de trou réel, on ne sait plus trop. Donc ce vide a une faille dans la structure et un manque GA. Et ça c'est une structuration du non-rapport qui se prolonge par son équivalent différencié, c'est asphérique, qui est du rapport en termes de bord, pluriel éventuellement, donc en termes de coupure et en termes de littoral. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est le poinçon. Que, peu importe, il est un peu maigrelet, le mien, si je le fais comme ça, je peux revenir effectivement sur ce que Lacan indique. Lui, ce n'est pas du tout mon invention, en termes d'existence, puisque ça passe de l'existence à l'inexistence. En termes d'existence, en termes de contient de l'universel par l'existentiel, en termes de faille, pour le coup, ou de non-rapport, celui qui parle aussi de non-rapport, et en termes d'indécidable. Donc ces termes reprennent l'ensemble de la démarche et nous donnent une structuration d'un poinçon qui est une mise en lien, qui est une relation et un rapport associé. Lacan en joue de différentes façons, puisque je vous rappelle que ça passe du plus petit au plus grand, du et au ou, etc. Mais on peut en jouer très variablement. Lacan nous y autorise en quelque sorte, paix à son âme. Alors, je continue ma lecture tranquille, mais je n'irai pas au-delà d'aujourd'hui, mais vous pourrez continuer vous-même. Dans cette béance, il se passe quelque chose. On vient de dire, cette béance, une fois bouchée, la névrose est-elle guérie? Bon, c'est encore des incertitudes de Lacan. Je rappellerai aussi qu'il y a toute une théorie topologique d'Hermann, en contradiction plutôt avec Lacan, qui fait que si on est névrosé, c'est qu'on est tordu. Je pense que quand on va plutôt bien, c'est grâce au fait qu'on est tordu. C'est-à-dire qu'il y a une torsion asphérique. Bon. Donc, il n'y a pas à boucher la béance. On va mieux quand la béance reste ouverte. Mais il s'agit de savoir comment elle est structurée. Comment elle est structurée dans la névrose, dans la psychose, dans la perversion. Comment elle est structurée quand on se porte mieux que tout ça. Une fois de plus, à suivre Freud qui définit la norme comme une conjonction hystéréo-obsessionnelle paranoïaque. Enfin, je réinvente là, je ne sais plus. Et une conjonction, tout c'est possible. Donc, mais là, suivre ce que dit Lacan, cette béance, une fois bouchée, la névrose est-elle guérie? Après tout, la question est toujours ouverte. Moi, je dirais que c'est pas étonnant qu'il parle comme ça, parce qu'il n'y a pas que la question qui reste ouverte. Je trouve que la béance est toujours ouverte. Elle peut être bouchée. Si guérir la névrose, c'est se psychotiser, elle peut être bouchée de manière psychotique. Ça. Pas bouchée, c'est-à-dire en rendant compte d'un infranchissable. Là, il y a un passage qui se fait entre, je ne vais pas
préfère situer sur ses bords plutôt que dans les postes de structure ou dans les surfaces. Donc, pour moi, il y a un passage de l'imprédicativité à la prédicativité par la bande meubienne. Si ça ne marche plus, effectivement, il n'y a plus de passage. Ce qui se passe dans la psychose. Seulement, je continue Lacan, seulement la névrose devient autre, parfois simple infirmité, cicatrice, comme dit Freud, non pas cicatrice de la névrose, mais de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est qu'une cicatrice? C'est quelque chose de fibreux, c'est-à-dire que ça perd de sa souplesse. Quand tout ça cesse d'être actif, d'être opératoire, d'être un tissu toujours en train de se faire, c'est souligné le en acte de tout à l'heure. Quand ça cesse d'être en acte, ça coince. Quand ça coince, on va vers la pathologie. Donc c'est là que Lacan se réfère au texte de Freud sur l'hérédité et l'étiologie des névroses, sur lequel je ferai fond la prochaine fois. Donc si vous voulez me relire quelques pages pour la prochaine fois, ce serait bien pour la semaine prochaine. Alors vous voyez d'où il part, de l'étiologie des névroses, dit Lacan. Qu'est-ce qu'il trouve dans le trou, dans la fente, dans la béance caractéristique de la cause? Donc, on en est là. Dans la fente, dans le trou, la fente, la béance caractéristique de la cause. Si on veut bien admettre que la cause est située à ce niveau-là, que peu importe ce qu'on y met dans cette cause comme signifiance, nomination, récursivité, fonction paire, cette cause est la même en ce point, j'y insiste, que sur l'ensemble de la bande, et du coup, pour l'ensemble de la structure, la bande n'est que le résumé de la sphéricité de cet ensemble structural, qui conserve, qui plus est, une part, entre guillemets, sphérique. Qu'est-ce qu'il trouve donc dans cette fente, dans la béance caractéristique de la cause? Quelque chose de l'ordre du non réalisé. On parle de refus, elle est trop vite en matière d'ailleurs depuis quelque temps. Quand on parle de refus, on ne sait plus ce qu'on dit. L'inconscient d'abord se manifeste à nous comme quelque chose qui se tient en attente. En attente, moi ça me va, ça veut dire en instance. Il y a tout le travail de Lacan sur la lettre. Dans l'air, dirais-je, du non-né, dit Lacan. Que le refoulement y déverse quelque chose n'est pas étonnant. C'est le rapport au limbe de la faiseuse d'ange. Moi, j'aime pas beaucoup toujours cette idée de déversoir. Je dis souvent de poubelle. L'inconscient, c'est pas une poubelle. Je dirais pas que le refoulement, il déverse quelque chose. C'est encore une idée dont Lacan, vis-à-vis de laquelle Lacan prend du champ, mais qui continue à se maintenir indécrotablement. Donc, c'est pas un dépotoir, l'inconscient, c'est un mode d'activité distinct de ce que la conscience implique prédicativement. C'est tout à fait autre chose. Donc, l'ère du non-né, moi je veux bien le croire, ou du non-réalisé. Le né et le réalisé, du côté de la nature, c'est effectivement ce qui va se donner prédicativement, par un corps, par des pensées explicites, un discours explicite, etc. C'est là que Lacan continue. Cette dimension est assurément à évoquer dans un registre qui n'est rien d'irréel, ni de déréel, mais de non réalisé. Donc ce n'est jamais sans danger qu'on fait remuer quelque chose dans cette zone des larves, et peut-être est-il de la position de l'analyste, s'il y est vraiment, de devoir être assiégé, je veux dire réellement, par ceux chez qui il a évoqué ce monde de larves, sans avoir pu toujours les mener jusqu'au jour. Tout discours n'est pas ici inoffensif. Je vais jusqu'au bout. Le discours même que j'ai pu tenir ces 10 dernières années trouve là certains de ses effets. Ce n'est pas en vain que même dans un discours public, on vise les sujets et qu'on les touche, parce que Freud appelle le nombril des rêves, écrit-il, pour en désigner au dernier terme le centre d'inconnu, qui n'est point autre chose, comme le nombril anatomique même qu'il représente, que cette béance dont nous parlons. Je continue.
vous verrez comment Lacan s'en prend aux orthopédeux de constituer cette béance. Ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est que quel que soit le point où on la situe, donc ce point de Dieu reste béant, ce point où Dieu reste béant, ce point, que ce soit cette béance ou cette refente, quelle que soit sa constitution, c'est la même chose. Donc Lacan n'en donne pas une construction topologique exactement là dans cette séance, mais si on le suit bien, au sens, c'est ce qu'il est en train de dire. Page 27, il est en train de changer un peu de vocabulaire et il va parler d'achoppement. Il parle de l'oubli dans les rêves. Je ne me contente pas de cette référence massive, je vous ai éplé point par point le fonctionnement de ce qui nous est produit d'abord par Freud comme le phénomène de l'inconscient. Dans le rêve, l'acte manqué, le mot d'esprit, qu'est-ce qui frappe d'abord? C'est le mode d'achoppement sous lequel ils apparaissent. Achoppement, défaillance, fêlure. Dans une phrase prononcée, écrite, quelque chose vient à trébucher. Freud est aimanté par ces phénomènes, et c'est là qu'il va chercher l'inconscient. Là, quelque chose d'autre demande à se réaliser, qui apparaît comme intentionnel, certes, mais d'une étrange temporalité. Je vais au bout de ce que dit Lacan. Ce qui se produit dans cette béance, au sens plein du terme se produire, se présente comme la trouvaille. C'est ainsi d'abord que l'exploration freudienne rend compte ce qui se passe dans l'inconscient. Bon, Miller met un T intentionnel. Pourquoi pas, si on veut souligner par là la responsabilité du sujet vis-à-vis de ce qu'on dit être son inconscient, alors qu'un inconscient, c'est toujours quelque chose qui vaut comme une transaction entre le sujet du narcissisme et l'autre. Mais tout ça participant du sujet, bien sûr. C'est-à-dire que le sujet n'est pas individuel. Pour moi, il est là dans une manœuvre en acte de passage transindividuel. Donc, comme Lacan parle d'une étrange temporalité, bon, on est en 64, il est sûr que c'est seulement en 70 que Benveniste va souligner ce qu'on retrouve chez Augustin sur la temporalité de la parole. Bon, et que chez Augustin, c'est bien d'y être intentionnel, avec l'ambiguïté du T et du S en latin. Il n'empêche que ça veut dire intention par rapport à extension, à mon avis. Et qu'on est dans ce temps asphérique de l'échange, tel que, entre deux interlocuteurs, localement on peut toujours dire faire valoir un désaccord, globalement, chacun prend la parole unique et unaire à tour de rôle. Et que c'est cette unarité de l'intention avec un S, de la temporalité qui s'échange, c'est toujours dans le présent de l'acte de parole que ça se joue, que s'organise cette fonction de l'inconscient. C'est-à-dire que le templé, très exactement, il est là dans cet acte de parole, hein, ce que j'inscris habituellement dans ce point où je mets aussi bien le verbe divin, c'est-à-dire la parole humaine qui est conjointe, cette parole se développe dans une construction qui va produire des réalisations. S'il n'y a pas cette parole et l'ensemble de ces développements signifiants, il n'y aura aucune réalisation, à mon sens. Donc c'est là que la domination intervient. Donc le templé, c'est un effet de nomination, hein, aussi. C'est l'instrument de la nomination, mais pas seulement. C'est pour ça que je suis gêné quand Lacan dit que la psychanalyse ne connaît qu'un seul médium, la parole. La parole, c'est pas le médium de l'acte analytique, c'est la substance, comme dit Lacan dans Encore, du signifiant. C'est-à-dire, c'est la structure d'échange qui fait la substance de la parole, de la signifiance, de la fêlure, comme dit Lacan, et donc de l'ensemble des échanges et des transactions. Mais là,
dans votre schéma, je peux vous poser une question? Bah oui. Dans votre schéma, il faut bien qu'il y ait de l'échappement du côté récursif, parce que sinon, de toute manière, on peut aussi avoir une densification par le vide Ah oui, qui oui. fait qu'on tombe dans le plein. C'est ce Oui, qu'il oui, disait oui, Lacan donc, tout à l'heure. ouais, là, faut bien le signaler, parce que il ne faut pas être leurré par les schémas, les miens en sont quiconque. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Tout dépend du discours. C'est ce que dit Lacan aussi dans son analyse de Schaberg à propos de ces schémas des psychoses, c'est que ça dépend du discours qu'on tient à ce propos. Aucun schéma ne vaut sans le discours qui le rend cohérent avec la théorie qu'il cherche à promouvoir, le schéma. Donc, tel que je le dessine, il y a à la fois donc, des parallèles au sens de la géographie et du plan projectif, des méridiens en nombre tant qu'on veut. Les parallèles, moi j'en mets que 3. Et on n'est pas dans une topologie affine où les parallèles sont parallèles, donc qu'elles aient des points de fuite, disons, ça me convient assez. Mais comme elles s'échangent avec les méridiens je les fais parallèles, au total, on s'y retrouve. Hein. Vous voyez déjà, il y a un jeu là qui montre bien que le dessin est faussé. Mais par-dessus ce dessin-là, ce qu'il faut entendre, c'est que les divers passages, pour être plus simple, je vais remettre un troisième ou un cinquième. Donc, je vais reprendre tel que ça va fonctionner. Donc, ils sont là, dessus, dessous. Donc, ça va passer jusque là. Dessous, dessus, dessous. Dessus, dessous. Ce que je fais, je suis un peu perdu. Je vais le reprendre autrement. C'est comme ça doit aller. Donc dessous, comme ça. Voilà, c'est bon. Non, c'est pour dire que parallèle et méridien en nombre minimal. Donc je répète, les parallèles réels, imaginaires et symboliques, je ne vais pas aller au-delà de Lacan, on se complique assez la vie. On pourrait en mettre plus, on pourrait mettre du symptôme dans les parallèles, puisque moi habituellement le symptôme je le mets dans les méridiens. Et comme il y a une continuité l'un à l'autre, ça autorise toutes les transactions dans le dessin. Donc ce que vous faisiez remarquer, c'est que si je laisse un point explicite et là aussi, qu'il y a une démultiplication des méridiens des parallèles parallèles, ce point-là, il n'est pas univoque, parce que même comme structure phallique, je vais le distinguer par des retours où je pourrais englober comme ça et revenir plusieurs fois, de telle manière à ce que à chaque fois j'aurai une différenciation donc entre le grand 1, le S de grand A barré, le S1, le grand A barré, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc à chaque fois, ma fonction phallique, elle est tout à fait différenciée, je n'ai pas un point de vide particulier, j'ai un point de différenciation avec des concepts variables et des nominations variables. La même chose pour l'autre, qui n'est pas univoque non plus, même si on en parle facilement de manière univoque. C'est plus facile, ou moi je l'ai peut-être plus fréquemment travaillé, de parler du phallus d'une manière plurivoque. Pour parler de l'autre d'une manière plurivoque, il y a sûrement moyen de le faire aussi, hein, que ce soit à travers des valeurs, des objets, de ce dont Lacan se moque et de l'environnement, par exemple, etc. Donc, toutes les questions d'altérité se posent différemment, et même chez Freud en termes de jouissance, hein, donc de Genuss, Wollust. Donc ce dessin-là, en général, je le donne à partir des éléments comme ça, extensionnels, qui sont eux bien différenciés, comme d'habitude, mais comme je joue là-dessus variablement
en vol de bouche, comme dit Jean-Pierre Renaud, on peut avoir des dessins très compliqués. Simplement pour dire que j'ai différencié la fonction phallique, et puis habituellement j'y conjoins beaucoup de choses, comme la fonction père, la nécessité, l'obligation,